Bonjour à tous. Vous voulez pas vous rapprocher un petit peu là, parce que sinon je vais devoir faire du 360 degrés en permanence. Si ça vous plaît, vous pouvez vous déplacer, ce sera peut-être plus convivial. Donc merci d'être là. Je m'appelle Marie-Pierre Fleury, je suis la directrice organisation et relations humaines d'une société lyonnaise qui s'appelle Géolide, que vous connaissez peut-être. Qui est-ce qui connaît Géolide ? Ah, il y a déjà plus de mains que quand je pose la question à Paris, donc c'est bon signe. On est sur notre territoire. Eh bien, donc Géolide, c'est une société qui existe depuis 2008, qui a fait un pivot en 2010, qui comptait 3-4 personnes en 2010, et nous sommes pratiquement 200 aujourd'hui. Donc, bien évidemment que ça a un petit peu inspiré le sujet. Lorsque l'association Girls in Web et puis les organisateurs du Blind m'ont sollicité pour intervenir, eh bien, j'ai dû choisir un sujet. Et donc, je vais vous parler forcément de ce que je connais peut-être le mieux depuis plusieurs années, des startups dans le domaine du digital, et puis, bien évidemment, forcément de ressources humaines. Moi, je me suis présentée pour savoir un petit peu qui vous êtes. J'aimerais vous poser quelques questions, puis vous levez juste la main. Ça permettra aussi, dans la dernière question que je poserai à la fin, de voir un petit peu les tendances. Qui travaille dans une start-up ? Ah, il y en a pas mal. Qui travaille dans une entreprise de croissance ? Très bien. Qui travaille dans une entreprise classique ? Aussi. Qui est freelance ? Qui est en recherche d'emploi ? Très bien. Merci beaucoup. Ça me permet, parce que vous me connaissez un peu, maintenant de vous connaître également. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que, peut-être comme vous, je me suis posé pas mal de questions et que je suis personnellement un peu saturé de transformation digitale. Je pense qu'au 31 décembre, quand on va comptabiliser les mots, celui-là devrait être en bonne position. Et c'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi à propos de la transformation digitale des entreprises, de l'économie, etc. C'est vrai qu'on est peut-être saturé de lire beaucoup de choses. Après ça, il y a quand même une réalité économique, sociale, sociétale. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être de revenir un peu à l'essence des choses. Et puis, ces startups qu'on veut tant copier, de regarder elles-mêmes si elles possèdent en fait les leviers du digital. Est-ce que ce sont ces leviers-là qui les aident à grandir ? Et est-ce que lorsqu'elles passent le stade de la confirmation finalement de leur modèle économique, donc une petite réussite, lorsqu'elles deviennent entreprises dites de croissance, est-ce qu'elles... Donc est-ce qu'elles les gardent ou est-ce qu'elles les transforment, voire est-ce qu'elles les abandonnent ? Alors, la start-up, moi je vais vous parler de ce que je connais parce que je sais qu'il y a des start-up qui ne viennent pas du numérique. Donc je vais plutôt parler des start-up qui sont dans le domaine du numérique, qui utilisent les technologies, bien évidemment les technologies du web, mais plus globalement les technologies du numérique. Est-ce que finalement une start-up du web est naturellement digitale ? Est-ce qu'elle possède véritablement tout ça ? Alors il faudrait peut-être se mettre déjà d'accord sur la définition de la start-up. Très rapidement, moi la définition que j'en donne, c'est que c'est une jeune entreprise qui innove et qui a pour objectif l'hypercroissance. C'est ce qui la distingue des autres projets de création d'entreprise. C'est cet objectif de croissance forte et rapide. Bien évidemment, une start-up qui est dans
de domaine de l'Internet, du web, du digital, du numérique. On ne va pas faire la définition aujourd'hui. Elle va mobiliser en fait ces technologies du numérique et leurs usages, et notamment leurs usages sociaux. Pour autant, je pense fondamentalement, pour en avoir beaucoup rencontré, que lorsque la start-up n'a pas en son sein les équipes techniques, les équipes de dev, elle a un peu moins, on va dire, les caractéristiques, voire les pratiques qui peuvent être liées au digital. Et je pense notamment parce que justement les développeurs, les équipes techniques nous apportent des façons de travailler. Alors on parle de créativité, je parlerai peut-être plus de résolution de problèmes avec des formes de simplicité. Il y a également le fait qu'ils savent faire des itérations, des tests, des expérimentations, et ils nous apprennent quelque part aussi à simplifier les choses. Donc je pense que les entreprises, les startups qui ont en leur sein ces équipes, elles vont beaucoup plus vite s'imprégner de certains modes de fonctionnement qui peuvent être plus étrangers à d'autres métiers. Pour exemple, quand les cofondateurs ou les fondateurs d'une start-up ne viennent pas, eux, forcément de la partie technique. Salut Anthony, un de nos développeurs. Eh bien, on se rend compte, notamment quand ils viennent des fonctions marketing, RH, logistique, financière, qu'en fait, peut-être que cette culture technologique, technique, elle est beaucoup moins présente. C'est aussi peut-être pour ça qu'on en entend moins parler, parce qu'elles sont peut-être pas non plus dans des phases d'hypercroissance et que ce sont des créations d'entreprises sur d'autres modèles. En dehors de cet aspect, présence de dev, il me semble également qu'il y a des caractéristiques de la start-up, et notamment sa taille, qui finalement lui donne des modes de fonctionnement. Et comme elle dispose de peu de ressources, elle va finalement développer, aussi bien en interne qu'en externe, un relationnel spécifique. Et notamment, elle va créer un écosystème. C'est-à-dire qu'ayant peu de compétences, peu de ressources en interne, elle va aussi solliciter, au-delà des premiers salariés qui vont être très impliqués dans toutes les activités et les objectifs, elle va aussi solliciter d'autres chefs d'entreprise, des associations d'aide à l'entrepreneuriat, etc., voire des compétences externes, freelance ou autres. Et en fait, elle va mobiliser, au bénéfice de sa croissance, un certain nombre de ressources. Ce qui fait que, généralement, les fondateurs de start-up sont des gens qui ont développé de forts relationnels en externe, qu'ils vont en fait mobiliser au fur et à mesure du développement, jusqu'à arriver éventuellement à la mobilisation de ressources financières, du love money, ou à ce moment-là, de façon plus structurée, des levées de fonds. Donc, finalement, c'est son état aussi de petite entreprise avec peu de moyens qui va créer aussi des modes de fonctionnement, un peu le système D, un peu la débrouille, et qui va faire qu'avec peu de moyens, elle va commencer à concrétiser un certain nombre de choses. Et pour grandir, bien évidemment, que cette start-up, elle a besoin de ses clients. Et ce qui est intéressant, quand on regarde ces entreprises, ces petites entreprises jeunes, c'est qu'elles ont mobilisé en fait les plateformes numériques pour essayer de délivrer leurs services, parce que finalement, ce sont des technologies qui sont accessibles, qui sont relativement peu coûteuses, et elles vont mobiliser en fait ces technologies pour délivrer leurs services à leurs clients. Et elles vont apprendre, et moi ce qui me frappe aussi, c'est que finalement le client fait vraiment partie des startups, de l'entreprise. Il n'y a pas les fondateurs, les salariés, les clients. Dans finalement une petite communauté, les clients viennent vite, un petit peu comme on l'avait dit pour le 2.0, finalement alimenter les process de l'entreprise et participer eux-mêmes par le retour d'expérience ou autre à la création de valeur dans la start-up. Ce
qui est intéressant, c'est que pour moi, le digital a changé une chose fondamentale, c'est la gestion de la relation. La gestion de la relation au client, la gestion de la relation aux salariés, la gestion de la relation aux fournisseurs, aux candidats, au réseau relationnel. Et en s'appropriant en fait ces nouveaux modes de gestion de la relation, eh bien, les startups, elles ont aussi contribué à développer finalement de nouvelles relations clients et également ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup l'expérience client. Elles ont donc su mobiliser d'une certaine manière, de façon un petit peu intrinsèque, notamment par les technologies qu'elles utilisent, mais également par la dimension, on va dire, sociale, relationnelle. Elles ont su les mobiliser au bénéfice finalement de leur croissance, en tout cas de leur objectif de croissance. Et c'est celle dont on parle quand on parle de réussite. Alors, je trouve qu'il y a une question à se poser à ce stade, c'est est-ce que finalement elles sont plus influencées parce qu'elles sont en phase de création et donc dans leur dimension entrepreneuriale, ou est-ce qu'elles sont plus influencées par justement le côté technologique ou on va dire plus largement digital, numérique et social? Eh bien, moi je trouve que c'est intéressant de se poser la question parce que l'entrepreneuriat a finalement beaucoup de caractéristiques communes avec le digital, et notamment le fait qu'on passe de l'idée à l'action assez rapidement, qu'on prend des risques et qu'on est aussi dans la réactivité, la rapidité. Donc c'est quelque part deux mondes qui se rejoignent. Je pense qu'effectivement, toute start-up a trois dimensions: une dimension technologique, une dimension sociale et une dimension entrepreneuriale. Alors, vous connaissez tous des start-up qui ont plus ou moins pondéré ces trois dimensions de façon différente. Si on prend le cas de Géolide, c'est essentiellement la dimension technologique et la dimension entrepreneuriale qui dominent. Même si vous allez le voir, on a quand même bien sûr beaucoup développé l'écosystème, notamment grâce à Gauthier, notre président, qui lui, de façon assez spontanée, parce qu'il a 30 ans, et il avait créé l'entreprise, quand il a créé l'entreprise, il avait 25 ans. Il a très vite compris qu'il ne savait pas tout et qu'il fallait solliciter en fait les compétences, les retours d'expérience des uns et des autres. Dans chaque start-up, là il y en a quelques-unes, ce sera intéressant qu'elles nous disent après, les personnes qui sont là, ils nous disent quelles sont les dominantes de leur entreprise. Mais on a effectivement ces trois dimensions et l'une peut prévaloir sur l'autre. Tout ça pour dire que l'entrepreneuriat et le digital se ressemblent beaucoup, qu'ils créent en fait des modes de fonctionnement qui sont assez proches. Ils se sont nourris l'un de l'autre ces dernières années et ils sont tous les deux dans finalement un petit peu des espaces à conquérir. C'est peut-être pour ça que finalement ils ont un petit peu les mêmes caractéristiques. Je ne sais pas, on en discutera tout à l'heure pour savoir si vous êtes d'accord avec ça. Mon prochain propos, c'est de se dire que finalement, si on considère qu'effectivement une start-up du digital va mobiliser ses leviers du numérique, du social, mais aussi de l'entrepreneuriat, eh bien, en phase de croissance, finalement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'elle les sublime ou est-ce qu'elle les abandonne? On pourrait même parler, ça fera plaisir à tous ceux qui parlent de transformation digitale, de détransformation. Il y a une chose très importante, c'est que quand on est une start-up, finalement, on n'a pas grand-chose et on n'a rien à perdre. Et quand on est dans une entreprise de croissance, eh bien, on a déjà des clients, on a des salariés, on a également une petite notoriété, une petite visibilité. On est visible aussi des concurrents. On a assez souvent des investisseurs qui veulent aussi influencer les stratégies, les modes d'organisation, etc. Donc on a un sac à dos un petit peu rempli, qui pèse un peu lourd.
Et il faut finalement trouver les leviers pour faire de cette croissance non pas un poids, mais justement encore une marche pour pouvoir continuer à croître. Ce qui est frappant en fait dans l'entreprise de croissance par rapport à la start-up, c'est que il y a bien évidemment plus de salariés et que les collaborateurs qui sont arrivés après la phase de l'aventure, même si on peut considérer que la phase start-up, ce n'est que le début de l'aventure, eh bien, il faut vérifier que ces personnes ont les mêmes motivations, le même état d'esprit, les mêmes envies, et qu'ils sont aussi, comme l'écosystème avant, comme les premiers salariés, engagés dans le projet de l'entreprise. J'ai l'habitude, lors des entretiens de recrutement chez Géolide, de dire que si les personnes cherchent un poste et un salaire, il ne faut surtout pas venir chez nous. Pourquoi ? Parce qu'on est une entreprise forcément imparfaite. On a beaucoup de choses encore de la start-up en termes d'organisation, de mode de fonctionnement. Et que si l'on recherche quelque chose qui soit très cadré, très classique, eh bien en fait on ne va pas s'épanouir. En termes de motivation au travail, il faut certes choisir un métier qui plaît, une mission qui plaît, un rôle qui plaît, mais ce qui est important aussi, c'est de se sentir associé au projet de développement de l'entreprise. Bien évidemment que ça renforce l'enrichissement au travail, mais deux, c'est parce que l'entreprise, elle en a besoin. Elle n'a pas besoin de salariés qui exécutent juste un emploi, mais elle a besoin de salariés qui comprennent le projet de l'entreprise et qui vont y contribuer. Donc ça, c'est vraiment un challenge. Certes, dans le recrutement, on pose des questions pendant les entretiens, etc. Mais en fait, on a parfois quelques surprises. C'est que voilà, des personnes qu'on pensait adaptables à l'imperfection de cette entreprise encore jeune, eh bien finalement ont des difficultés à se mouvoir dans un petit peu aussi l'incertitude ou des règles qui ne sont pas toutes définies. Bien évidemment, quand on est une entreprise en croissance, les modes de fonctionnement et puis, on va dire, toute l'organisation s'alourdit. On définit des services. Nous, chez nous, ça, on appelle des pôles. On a forcément des définitions de postes. Les choses se structurent. Elles se silotent aussi. Et en fait, toute, on va dire, la dynamique va être de lutter contre, on va dire, tout ce qui nous pousse naturellement vers cette raideur et donc, en conséquence, ce manque d'agilité. Bien évidemment, si on rajoute les aspects juridiques de la croissance, effectivement, on a un certain nombre d'ingrédients qui nous figent. On voit également qu'en termes de communication, c'est moins facile que lorsque on était 5, 10, 20, 30, 40, et qu'il faut organiser la communication, qu'il faut prendre en compte la diversité plus grande des personnes qui constituent notre corps social. Et je vais vous donner un petit exemple. Je vois qu'il y a 2 personnes de Géolide dans la salle qui vont peut-être les faire sourire. On a gardé de la start-up une petite réunion qui s'appelle la réunion du lundi 14h. Elle dure une demi-heure. C'est une slide, une personne qui interviennent pour parler des projets, de l'actualité de l'entreprise. Elle est animée par un collaborateur qui, à la fin, nous donne un petit peu ses centres d'intérêt, ses passions. Eh bien, on a une grande discussion qui dure depuis longtemps sur cette réunion du lundi 14h, parce que finalement, il y a des personnes à qui elle plaît, ils apprennent des choses, le format leur convient, et puis il y en a d'autres qui nous disent que finalement, c'est vrai qu'on est à peu près 200, 100 à Lyon et 100 sur toute la France, et que finalement, réunir 100 personnes, même si on est dans un format très informel, puisque tout le monde est debout dans l'open space, eh bien, on a du mal à satisfaire toutes les personnes qui sont là. Donc voilà, on essaie toujours de travailler et de s'adapter, mais difficulté toujours à satisfaire une plus grande diversité de collaborateurs et d'aspirations. Il y a un point qui est frappant aussi avec la croissance,
c'est que lorsque l'entreprise, elle dysfonctionne, c'est beaucoup plus difficile d'identifier la cause de ce dysfonctionnement. Quand on est toujours pareil à 5, 10, 20 et qu'il y a un problème, finalement, on peut se parler assez rapidement, on peut l'identifier assez rapidement. Lorsqu'on est 200 et qu'il y a des problèmes, eh bien, on met plus de temps. On a parfois du mal même à identifier la cause de la cause. Et donc, forcément, d'y apporter plus rapidement la solution. Donc, comment faire pour lutter contre tout ça qui nous guette et qui peut nous empêcher de réussir, voire nous faire chuter. Dans cette complexité finalement à la fois stratégique et organisationnelle, eh bien, il y a quelques solutions. Alors, elles ne sont pas du tout universelles. Je pense que l'entreprise est vraiment singulière. Chaque entreprise est singulière. Et donc, chaque entreprise va devoir trouver, en fait, par rapport à plein d'ingrédients qu'elle possède, les solutions pour pouvoir garder, on va dire, ce qui a fait sa réussite et notamment ce qu'elle a su mobiliser du digital ou de l'entrepreneuriat. En fait, quand on devient une entreprise de croissance, ça ne change pas tellement par rapport à la start-up. Il faut continuer à apprendre, effectivement, dans un environnement que j'ai rapidement décrit, qui évolue. Les fonctionnements, le corps social, la stratégie, les clients, les investisseurs. Cet apprentissage, il va se faire vraiment learning by doing, c'est-à-dire au fur et à mesure. Et là, c'est là qu'on garde en fait aussi, si on est capable de garder notre capacité d'itération, notre capacité d'innovation en mode agile, on va pouvoir en fait assez rapidement identifier les démons qui nous guettent et y apporter des solutions. Je pense, comme je vous l'ai dit pour la start-up, que les entreprises qui ont en leur sein des équipes de développeurs, elles sont beaucoup plus facilement ramenées un petit peu à la réalité des choses. Pourquoi ? Parce qu'un développeur, il va avoir tendance à avoir un diagnostic extrêmement simple du problème. Il va avoir aussi tout de suite une projection assez systémique, lui, par rapport au système d'information. Et souvent, il va aider les utilisateurs des technologies, les fonctionnels, à revenir eux-mêmes à finalement une vision assez simple des process, mais aussi de la façon, dans une phase d'incertitude, où nous, on va dire fonctionnels, on va pouvoir gérer un certain nombre de choses. Donc je pense très sincèrement que d'avoir des équipes de dev au sein de l'entreprise et non pas externalisées, nous ramène assez facilement à des bonnes pratiques du digital, et notamment le quick win, le test, le fait de ne pas avoir peur de tenter, d'essayer, d'élaborer des solutions. Après, bien évidemment, que les fondateurs et les premiers aventuriers sont des ingrédients clés pour pouvoir garder ce qui nous a fait réussir et surtout de pouvoir le dupliquer. De la même façon que la partie technologique doit pouvoir être scalable, il faut également que nos modes de fonctionnement, et notamment ceux qu'on a connus qui nous ont fait réussir, perdurent. Et c'est en fait les fondateurs qui, en continuant à apporter la vision de l'entreprise qu'ils souhaitent, notamment dans la relation avec les clients, dans les modes de coopération en interne, dans la façon dont on communique, dont on travaille, on se réunit, c'est eux finalement qui sont un peu les garants de ce que ensuite les nouveaux relais qu'ils ont mis en place, donc les managers, vont devoir diffuser dans l'organisation. Et j'ai quelques exemples à vous donner qui a concerné Géolide. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait 3 dynamiques dans une start-up: dynamique technologique, sociale, entrepreneuriale. Bien, chez Géolide, on a effectivement une dynamique technologique, une très forte dynamique entrepreneuriale, et on avait une petite dynamique sociale. Et finalement, on s'est aperçu en 2015 qu'on s'était beaucoup centré sur nous, sur l'interne, sur nos problématiques, sur nos métiers, et qu'on avait peut-être un petit peu oublié nos clients.
Et donc, on a mené un projet qui s'appelle ECG, l'expérience client Géolide, qui a été compartimenté en une trentaine de projets qui ont mobilisé tous les collaborateurs et qui nous ont permis de réfléchir tous, par petits groupes, à finalement la façon dont on délivrait notre solution à nos clients et sur le fait que finalement on avait peut-être un peu éloigné par rapport à la phase start-up nos clients de l'entreprise. Ce projet ECG, il est allé assez loin, puisqu'on a vu aussi bien les mots qu'on utilisait qu'évidemment, bien évidemment, les process relationnels avec nos clients. Et ça nous a amené, dans le cadre des groupes de travail, à refondre entièrement nos process pour davantage les orienter clients. Et de cette refondation de nos process de travail, on a également été conduit de façon très participative à constater qu'il nous fallait changer d'organisation et qu'au lieu de juxtaposer des services, il fallait en fait réunir des petits groupes pluridisciplinaires. Et c'est un pilote qui est en cours et actuellement qu'on a lancé le 15 septembre, qui a un joli nom, il s'appelle le projet Nénuphar. Et il réunit en fait plusieurs disciplines, plusieurs personnes. Donc on va avoir plusieurs nénuphars demain. Là aujourd'hui on a un qu'on observe justement pour voir tout ce qui va bien et tout ce qu'il faut améliorer. Et puis demain, donc on va casser tous nos services. On n'aura plus le pôle des traffic managers, des chefs de projet support, etc. Toutes ces personnes vont être réunies, y compris avec le service client, au sein de Nénuphar. Donc ça, c'est un exemple finalement d'une réflexion. Si on ne s'était pas posé la question et si aussi toutes les équipes que nous avons mobilisées n'avaient pas été dans la dynamique de faire émerger en fait des solutions. Alors on est assez créatif, donc j'avais pas de souci sur le fait qu'on mette en place ces solutions, mais aussi la capacité derrière à l'exécuter. Parce que le Nénuphar, il modifie quand même énormément de choses, et notamment les modes de fonctionnement, puisque un Nénuphar n'a pas de manager. Il a un coordinateur, mais il n'a pas un manager. Donc, notre capacité à nous interroger par rapport à des éléments que nous gardons comme cap et qui nous tiennent à cœur et pour lesquels on a la conviction que ce sont ces choses-là qui vont nous faire réussir, eh bien, si on ne garde pas le cap, les fondateurs, les managers, très important, les nouveaux managers, qu'ils partagent le relais, le projet d'entreprise et qui soit le relais de cette croissance rapide, eh bien, si on ne garde pas ce cap, on peut effectivement très vite devenir une entreprise classique, une entreprise silotée, hiérarchique, etc. Et du coup, perdre finalement toutes les caractéristiques d'une entreprise qui était digitale et entrepreneuriale. Et c'est un travail de tous les jours dans les décisions stratégiques et opérationnelles. Chez Géolide, quel a été notre cap finalement? On n'en a pas eu beaucoup, on en a eu un seul, c'est la simplicité. Je crois que dans tout ce qu'on dit, nous on a 3 valeurs chez nous qu'on travaille depuis très longtemps, que sont le professionnalisme, la simplicité et le plaisir. Et je pense que celle qui foncièrement nous caractérise le plus, c'est la simplicité. Elle commence par la simplicité relationnelle entre nous, la simplicité aussi de nos locaux, jugés parfois trop simples. Et elle est présente dans toutes nos réflexions, nos décisions. Et quand il y en a un, par exemple, qui à un moment donné, parce que on peut partir très vite dans la complexité, hein, c'est plus complexe de faire simple que l'inverse, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui nous ramène dans l'échange, dans la discussion, pour dire, nous, on veut faire simple. Attention, là, on va faire des choses trop complexes, trop compliquées. On ne va pas être capable de le faire. Ou les personnes avec qui on travaille, les clients, ne vont pas comprendre, finalement, pourquoi on devient complexe. Et donc, dans notre organisation, on travaille en permanence la simplicité et on passe un petit peu au filtre, que ce soit sur les objectifs, les missions, les recrutements, les projets stratégiques, etc. On les passe au filtre en permanence, notamment de cette simplicité, sans oublier le professionnalisme et le plaisir qui suivent
tout près derrière. Donc je pense qu'il est hyper important que les fondateurs, les premiers aventuriers, ils soient les garants et ils diffusent en permanence ce qui est finalement l'essence de la réussite de l'entreprise. Et je pense que justement en étant en ayant connu la dynamique entrepreneuriale dans un environnement numérique et social, il y a beaucoup de gens qui sont porteurs de ces valeurs et que ces valeurs ne sont pas si compliquées à décliner. Il faut juste ne pas les perdre de vue et ne pas se laisser, on va dire, influencer par un peu les classiques qui nous guettent. Et c'est vraiment un travail de tous les jours. En conclusion, et après j'aimerais bien qu'on puisse avoir un échange, puisqu'il y avait plusieurs cas dossiers de start-up. Il me semble que ce qu'a acquis la start-up dans sa phase d'apprentissage et ensuite ce qu'elle continue à apprendre dans l'étape de croissance, finalement imprègne très fortement un corps social, mais aussi des technologies, des formes d'organisation. Et que si on arrive à préserver ceci dans la phase de croissance, qui n'est pas simple, hein. Chez Géolide, par exemple, la stratégie, elle est repensée tous les 6 mois. L'organisation, elle change tous les 4-5 mois. Donc, il faut rester dans une dynamique d'action et pouvoir véritablement la décliner au quotidien et d'un point de vue aussi structurel, de façon permanente. Donc, je pense que si j'avais, on va dire, une recommandation de mon expérience pour effectivement garder tous les bienfaits de l'entrepreneuriat et du digital quand on croit, eh bien, il faut être en permanence en vigilance et il faut également en permanence communiquer, partager, diffuser, ce qui finalement ne devrait pas être très dur si on a l'habitude et on a l'état d'esprit du digital et notamment de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de penser que le digital a essentiellement modifié la relation, la gestion de la relation. Et si on arrive à le décliner aussi bien avec les parties prenantes externes qu'en interne, eh bien on peut garder en fait finalement ce qui a fait un petit peu l'essence de notre créativité, de notre agilité, de notre croissance, qui est loin d'être terminée et qui reste encore un grand challenge devant nous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, vous avez peut-être des questions, puisque j'ai développé quelques thèses que vous ne partagez peut-être pas. Peut-être que les entreprises qui sont elles-mêmes des start-up ou des entreprises de croissance, vous avez peut-être des témoignages. Est-ce que vous vous êtes senti proche de ce que j'ai dit, de ce que j'ai partagé, ou vous avez trouvé que ça pouvait être totalement différent ? Bonjour, merci pour l'intervention. J'avais une question. En fait, aujourd'hui, je ne travaille pas dans une start-up à proprement parler, ni dans une entreprise de croissance. Je travaille dans une agence digitale qui a connu une croissance très forte, mais on ne peut pas être reconnu comme étant une start-up. La mise en place du concept de nénuphar aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas peur que ça ralentisse le développement de Géolide, puisqu'en fait, vous allez avoir potentiellement des micro-initiatives prises très localement par nénuphar, et on va dire une multitude de fonctionnements alternatifs qui vont être mis en place sans forcément que vous ayez la main pour driver des choses aussi simples que des process, que des respects de qualité ou des choses comme ça. C'est une bonne question. Alors, pas du tout. Alors, on n'est pas inquiet là-dessus. Pourquoi ? En fait, Géolide, je disais tout à l'heure qu'elle avait deux dominantes, c'était la dominante technologique et la dominante entrepreneuriale. En fait, dans notre activité, dans notre cœur de métier, tout repose en fait
sur une plateforme technologique qui s'appelle le Geolid Engine et qui, en fait, nous permet justement, dans une interaction forte entre les devs, leurs responsables, et puis toutes les équipes fonctionnelles, d'être en permanence en interaction, et tous nos processus sont portés par la technologie. Donc en fait, la diffusion, elle est assez simple. Par ailleurs, on est une entreprise dans laquelle, finalement, je vois qu'il y a par exemple Damien ou Steph, on est une entreprise où on se parle beaucoup. Et donc, quand quelqu'un voit qu'il y a des choses à améliorer ou a une nouvelle idée, en fait, il va assez rapidement en parler à quelqu'un d'autre, à Gauthier, à Guillaume, à moi-même, entre eux, entre managers. Et en fait, on va valider ensemble cette idée. Et si on la trouve bonne, on est très agile pour la mettre en place. Donc, les nénuphars, ils sont tous portés en fait par des process communs et ils utilisent tous aussi les mêmes outils. Et on reste en fait dans ce mode de fonctionnement. Si à un moment donné, dans un nénuphar, on identifie un besoin nouveau, on va se poser la question, est-ce qu'il y en a d'autres qui le partagent ou pas? Et on arbitrera en conséquence. Et au contraire, on pense que le nénuphar, enfin le projet nénuphar, il nous donne en fait beaucoup plus d'agilité, notamment par rapport à la connaissance client, à la capitalisation à la fois des données, des retours d'expérience, etc. Et ça va encore renforcer notre agilité, qui était peut-être qu'on avait un peu perdue avec la croissance des effectifs, et notamment l'organisation par service. Ça vous va? Oui, bonjour. J'accompagne pas mal d'entreprises en tant que business angel. Et moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est entre la start-up qui démarre donc à peu de moyens et la start-up qui est vraiment en phase de croissance. C'est le problème des dirigeants qui ne sont pas forcément aptes à gérer les deux choses de façon très différente, on va dire. Ensuite, c'est aussi les équipes qui ne sont pas forcément toujours très complémentaires. Et donc ça pose un problème dès le départ, mais on va dire que ça s'accentue avec le temps. Parce que si on n'a que les ingénieurs, ils ont tendance à pas trop voir le point de vue client, on va dire. Ou si on n'a que les commerciaux, ils n'ont pas trop tendance à voir le point de vue technique. Et ça pose des soucis dans le futur, enfin, moi, dans ce que j'ai pu voir. Et j'aurais aimé savoir comment vous avez pu gérer ce genre de problème. Est-ce que les gens avaient pris conscience peut-être de leurs limites, on va dire, ou de leurs envies? C'est pas toujours simple à gérer, on va dire, hein, aussi bien pour les fondateurs que pour les investisseurs. Même si des fois on est clair sur le point, ça nous est arrivé en disant ok pour le début, mais il faut être clair que dans le futur ça ne marchera pas, il ne faut pas que ça continue comme ça. Et comment vous avez pu gérer ça et partager votre expérience? Ouais, c'est aussi une très bonne question. Alors, je dirais que nous, finalement, chez Geolid, ça s'est fait sans trop de soucis. Pourquoi? Parce qu'à la fois les deux fondateurs, Gauthier et Guillaume, ont très vite capté qu'à une certaine taille, ils l'avaient même anticipé, et je vous donnerai mon exemple plus particulièrement, ils avaient même anticipé en fait les besoins en compétences complémentaires dont ils auront besoin à certaines étapes de la croissance de l'organisation. Donc ça, c'est déjà un point, c'est qu'eux-mêmes, ils ont, avec beaucoup d'humilité, hein, c'est vraiment quelque chose aussi qui les caractérise, ont très vite compris qu'ils avaient 25 et 27 ans, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience en entreprise, hein, et qu'à un moment donné, le besoin de compléter l'équipe dirigeante, le besoin aussi de compléter les équipes de managers issus de la promotion interne allait être de mise. En fait, après, la réussite de ça vient bien sûr beaucoup du recrutement, puisqu'il faut identifier les personnes qui vont partager la dynamique entrepreneuriale, qui vont partager aussi la vision stratégique de l'entreprise, la philosophie aussi managériale, donc la politique RH et sociale de l'entreprise, le projet humain. Donc beaucoup de choses se jouent au niveau du recrutement. Nous, on a eu des réussites, on a eu aussi des échecs. Et puis, par rapport aux investisseurs,
Nous avons une relation très proche avec les investisseurs et aussi très respectueuse. C'est-à-dire qu'on échange beaucoup avec eux, on partage beaucoup, ils nous font beaucoup de retours d'expérience, ils nous alertent aussi, souvent. En revanche, on est aussi dans le débat avec eux. C'est-à-dire que si on a une conviction par rapport à la connaissance de l'entreprise telle qu'on peut la vivre au quotidien et qu'eux nous proposent des choses, voire des profils, et qu'on pense sincèrement que ça n'ira pas, eh bien, en fait, on a cette discussion avec eux et on est arrivé jusqu'à présent à toujours trouver, on va dire, la bonne décision. Non pas un consensus, mais la bonne décision où parfois c'est eux qui gagnent et parfois c'est nous. Donc voilà, je pense que l'anticipation, l'humilité des fondateurs, la qualité des recrutements, on va dire le soin apporté au recrutement, et puis le dialogue avec les investisseurs sont des éléments clés pour que finalement, on va dire, les parties prenantes réussissent ensemble. Vous avez d'autres questions? Eh bien, je vous remercie. Et puis, passez une très bonne journée dans les allées du Blind. À bientôt.